Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons maintenant attaquer la formulation quadrivectorielle. Alors, c'est un peu technique, c'est pas très difficile. En particulier, si vous connaissez déjà les vecteurs qu'on apprend au secondaire, ça devrait être assez familier parce que ça, c'est une généralisation de cela. Et je vais faire assez court, mais aussi assez dense. Donc, il peut y avoir pas mal à digérer. Et donc, prenez la peine de digérer ça, éventuellement réécouter, ou prenez des notes si ça vous est utile. Alors, donc on définit un espace vectoriel, E, S, plus, fois, comme un ensemble E d'éléments qui obéissent à une série de règles. Ainsi, pour tout couple d'éléments X et Y qui appartiennent à E, on leur fait correspondre un élément Z par l'opération d'addition. X plus Y égale Z. Avec les règles habituelles de l'addition. Commutatif, associatif, il existe un neutre noté 0, tout simplement 0, et à tout vecteur, X correspond à un inverse moins X, tel que X moins X égale 0. Les éléments de E sont appelés des vecteurs. Et plus, l'addition ici est appelée addition vectorielle. Alors, habituellement, on les note en gras pour les distinguer des variables qui représentent des simples nombres. Mais ici, avec un marqueur, c'est un peu difficile, mais en général, il n'y aura pas d'ambiguïté, ou alors je signalerai. L'ensemble S est un ensemble dit de scalaires. Ce soit les nombres réels ou les nombres complexes. Ici, nous prendrons les nombres réels, tout simplement. Et pour tout vecteur X et pour tout scalaire, donc nombre réel lambda, on fait correspondre un vecteur V qui est égal à lambda fois X. Souvent, on omet le signe de la multiplication, on écrit lambda X. Et cette multiplication obéit à l'associativité et elle est distributive par rapport à l'addition vectorielle, mais aussi par rapport à l'addition des réels. Et enfin, il existe un neutre, lambda égale 1, tout simplement. Avec ces définitions, on définit ainsi un espace vectoriel, un ensemble de vecteurs qui obéissent à ces règles. Les exemples, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'espaces vectoriels. Il y a bien sûr les vecteurs habituels, comme on les voit au secondaire, qu'on représente par des flèches. Ils obéissent exactement à ces règles-là. Et on définit des espaces plus abstraits, par exemple l'espace des polynômes. On peut aussi définir des espaces vectoriels de matrices, etc. Considérons maintenant un ensemble de vecteurs, appartenant à E bien sûr, EI. I étant un indice, alors de 1 à n, petit n. Tel que pour tout vecteur V, il est possible de l'écrire comme une somme de VI, EI, où I sont les vecteurs ici, somme sur I, bien sûr, et VI sont de simples scalaires, des nombres. Habituellement, on écrit juste VI, EI. C'est la convention d'Einstein qui dit que on appelle indice muet un indice qui apparaît dans une sommation, un indice interne, et la convention d'Einstein est dans ce cas-là de dire dès que l'indice se répète, c'est qu'on fait une sommation, et donc on peut omettre la somme, on sait bien qu'on l'a fait. Ça allège un peu les écritures. Et c'est une habitude. L'autre règle, c'est que si on a une somme de AIEI
AI de simple nombre à nouveau égale 0, alors ça veut dire que tous les AI sont égaux à 0. Ceci est équivalent. C'est pas automatique. C'est une règle qu'on doit respecter ceci. Et dans ce cas-là, cet ensemble de vecteurs est appelé une base de l'espace vectoriel. On dit que cette relation, elle montre que l'ensemble ici génère tous les vecteurs de l'espace vectoriel, et ceci dit que ces vecteurs sont indépendants. Alors, notons que on démontre une série de choses. Alors, je ne vous donne pas les démonstrations, c'est des maths. On démontre que pour un vecteur donné, cette décomposition est unique. À condition qu'on ait l'indépendance, bien sûr. Dans ce cas-là, la décomposition est unique. Donc, les valeurs ici, VI, sont représentatives du vecteur considéré. Et on les appelle les composantes du vecteur, plus exactement, les composantes contravariantes du vecteur V. On verra pourquoi on les appelle ainsi très vite. On démontre aussi qu'il y a une infinité de bases. On peut choisir une infinité de vecteurs pour former une base, et que le nombre n, petit n de vecteurs de base, est toujours le même. Et il est caractéristique de l'espace vectoriel, et on l'appelle nombre de dimensions de l'espace vectoriel. Ainsi, avec n égale 3, on a l'espace des vecteurs habituels, celui qu'on voit à l'école. Pour n égale 4, on les appelle des quadrivecteurs, parce qu'il faut 4 vecteurs de base. Alors, pour distinguer ce cas, espace vectoriel classique de l'espace, et n égale 4 quadrivecteurs que nous utiliserons pour l'espace-temps, les indices, pour n, dans le cas n égale 3, on utilise habituellement des indices latins, I, J, K, etc. Tandis que pour les quadrivecteurs, on utilise habituellement des indices grecs, alpha, bêta, mu, nu, etc. Alors, attention, les conventions peuvent varier d'un auteur à l'autre, mais en général, c'est la plus suivie. Un petit détail du fait que je ne sais pas écrire en gras, notons que VI, ici, c'est bien des nombres. Un nombre différent. Tandis qu'ici, EI, c'est bien n vecteurs. Un groupe de n vecteurs indicés par des nombres de 1 à n. Donc, ne pas confondre. Alors, supposons que nous ayons maintenant deux bases. On se prend deux bases quelconques, alpha, et une autre que l'on note E' alpha. Deux bases. On peut toujours, en utilisant la relation de génération, écrire ces vecteurs-là dans cette base-là. Donc on peut toujours écrire les E' alpha comme une somme de coefficients grand lambda alpha bêta, je note ces coefficients comme ceci, E bêta. Donc, convention d'Einstein, on fait la somme sur tous les bêtas. Et c'est jamais que n relations comme celle-là. Donc, en fait, grand lambda est une matrice, un ensemble de nombres, une matrice n fois n. On l'appelle matrice de changement de base. On peut aussi écrire, pour un vecteur v quelconque, qu'il est la somme de v' alpha, les coefficients, E' alpha, c'est la relation de génération. On utilise les relations précédentes, v' alpha fois lambda b alpha E bêta. Donc il y a une double somme là. Et donc, en utilisant
en utilisant cette fois la formule ici pour la base E alpha, on obtient que ceci est égal à V bêta fois E bêta. Et donc, en comparant, on trouve que V' alpha fois la matrice est égal à V bêta. Notez que la transformation est exactement à l'inverse des vecteurs de base. On multiplie la base d'origine fois la matrice pour avoir la nouvelle base. Là, on multiplie les nouveaux coefficients fois la matrice pour avoir les anciens coefficients. Donc on a une inversion. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit de composantes contravariantes. Parce qu'elles varient, en changeant de base, elles varient à l'envers des vecteurs de base. Contravariantes. Ensuite, on définit un produit scalaire sur les vecteurs. Ça, vous avez dû voir aussi dans le cas des vecteurs classiques. On définit un vecteur et on peut le définir à partir des vecteurs de base. Donc, pour tout paire de vecteurs de base, E alpha, E bêta, on définit le produit E alpha fois E bêta comme étant un nombre qu'on va noter G alpha bêta. Donc on a n carré nombres qui définissent le produit scalaire des vecteurs de base. Ces nombres sont arbitraires. On parle d'une base normée si E alpha fois E alpha est égal à plus ou moins 1. Attention, on accepte le moins. Donc c'est plus 1 ou moins 1. Dans ce cas-là, on parle d'une base normée. Pour tout vecteur, E alpha. Ici, on ne fait pas la somme. Hein. On dit qu'elle est orthonormée si E alpha fois E bêta est égal à 0 lorsque alpha est différent de bêta. On peut donc écrire le produit de toute paire de vecteurs, le produit scalaire de deux vecteurs U et V, en utilisant la décomposition en vecteurs de base. On trouve simplement que c'est V U alpha fois, excusez-moi, ce marqueur qui n'est pas vieux semble me faire quelques petits soucis. G alpha bêta. Donc c'est U alpha fois V bêta fois G alpha bêta, qui sont tous des nombres, et donc le calcul est facile. On doit faire la somme sur alpha et bêta. Et donc, on peut calculer ainsi, à partir de cet ensemble de nombres-là, on peut calculer tout produit scalaire. Ayant défini ce produit scalaire, prenons le produit scalaire des vecteurs par les vecteurs de base. Un vecteur V quelconque, et on prend le produit avec E alpha. Le résultat est simplement noté V alpha. On les appelle composantes covariantes du vecteur. On obtient un ensemble de valeurs caractéristiques du vecteur pour une base donnée, et donc on les appelle composantes covariantes. Vous noterez que pour les indices contravariants, je les note en haut. Et pour les indices covariants, comme ici, je les note en bas. C'est une convention habituelle. À nouveau, ils sont uniques de manière évidente pour un produit scalaire donné, une base donnée, un vecteur donné. Bien entendu, puisque c'est directement le produit. On vérifie aussi que V alpha, ça je vous laisse vérifier, c'est pas très difficile, est égal à G alpha bêta fois V bêta. Et de même, dans l'autre sens. V alpha vers le haut, cette fois-ci contravariant, égale G alpha bêta
Excusez-moi, je vais prendre un autre marqueur parce que celui-ci devient vraiment insupportable. G alpha bêta fois V bêta. Donc, ici, les indices sont notés vers le haut pour G, et donc, c'est une matrice différente de celle-là. Plus exactement, cette matrice-là est l'inverse de cette matrice-là. Exactement l'inverse, l'inverse d'une matrice. Donc, on peut passer facilement des composantes contravariantes aux composantes covariantes et vice-versa. On dit souvent que G sert à abaisser ou à lever les indices. Donc à passer de covariant à contravariant et vice-versa. Donc c'est souvent le terme employé, abaisser et lever les indices. On peut aussi noter que le produit scalaire, à l'aide de ça, s'écrit simplement U alpha fois V alpha. Faisons la somme sur les alpha cette fois. Ou l'inverse. Donc avec les deux types de composantes, calculer un produit scalaire devient très facile. Et enfin, on vérifie aussi que U' bêta égale lambda, U' alpha égale A lambda, pourquoi j'ai écrit A lambda alpha bêta, décidément, lambda bêta alpha fois V bêta. Donc, les composantes covariantes se transforment aussi lors d'un changement de base. C'est facile à trouver, à vérifier aussi. Et on constate que là, cette fois, ça se fait comme pour les vecteurs de base. D'où le nom de covariant, qui varie comme. Ensuite, on peut généraliser le concept de vecteur. La généralisation, c'est celle de tenseur d'ordre P. C'est un objet avec un certain nombre d'indices, qui est le nombre P, avec P indices. Ainsi, pour 0, l'ordre 0, c'est simplement les scalaires. Pour l'ordre 1, un seul indice, c'est simplement les vecteurs. Et pour l'ordre 2, ordre 3, etc., ce sont ce qu'on appelle des tenseurs, avec P indices. Et ces composantes, on peut définir les tenseurs donc avec leurs composantes, toutes ces composantes se transforment exactement comme nos vecteurs. Prenons un exemple. Le tenseur T, d'ordre 2. Il a donc des composantes T, alpha, bêta, avec deux indices. Et T' alpha, bêta, donc d'un changement de base, est simplement donné par lambda, que je n'écrise pas de bêtises, alpha mu, lambda bêta nu, T mu nu. Donc, c'est des indices covariants, ils se transforment comme les indices covariants, et on a évidemment deux matrices puisqu'on a deux indices. On a de même des composantes contravariantes, les deux indices au-dessus, ou même des composantes mixtes. T, alpha, bêta, une composante au-dessus, une composante en dessous. Je n'insisterai pas plus. Tout ce que nous avons dit peut se généraliser au vecteur. Le produit scalaire, les bases et les changements de base, etc., comme on vient de le montrer. Voilà. Alors, on définit aussi un tenseur symétrique, des tenseurs symétriques. Un tenseur symétrique S alpha bêta, par ses composantes, est tel que S alpha bêta est égal à S bêta alpha. Donc, c'est symétrique en ces deux indices. Et de même, un tenseur antisymétrique, A alpha bêta, est tel que il est égal à A moins
bêta, alpha. Donc il y a une inversion des composantes avec la permutation des indices. Et cela se généralise à des nombres quelconques d'indices. Voilà, j'espère que ça ne fait pas trop à digérer d'un coup. Donc je vous conseille de le revoir, ou comme je vous l'ai dit, de prendre des notes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment nous allons appliquer ça à notre sujet, c'est-à-dire la relativité, et surtout ici la description de l'espace-temps. Comment nous allons employer nos quadrivecteurs, donc le cas n égale 4, pour décrire l'espace-temps. Je vous remercie.